Bonjour à toutes et à tous. On va commencer à peu près à l'heure et on va maintenir également le tempo. On va tâcher en tout cas durant cette journée. Donc, on va consacrer autour de la question des trans. Alors, nous allons avoir de l'espace en présentiel aujourd'hui puisque vous êtes ce matin un peu plus de 800 inscrits en fait à cette journée, mais plus de 90% sont en distanciel. Et donc, du coup, ça va nous permettre de profiter de cet espace. Et j'en profite pour saluer évidemment les personnes qui se sont inscrites par ce mode-là. C'est le premier colloque que l'on organise autour de cette thématique, dans le cadre, en tout cas, du DU et du DSU, études des trans et des états de conscience modifiés, qui a ouvert l'année dernière. On était à la deuxième promotion. L'ambition, en fait, de ce diplôme universitaire, c'est de pouvoir réunir un certain nombre de savoirs autour précisément des états de conscience modifiés et des états de transe, à la fois du point de vue des sciences humaines, des sciences médicales, des sciences de la vie et également de la culture, des arts, ce que l'on appelle les humanités, pour essayer de voir quels sont les processus qui sont déjà connus et de pouvoir aussi imaginer sur quoi pourraient porter des recherches demain et également de voir un peu quel est l'état des pratiques et également la façon dont on peut imaginer d'autres façons de pouvoir pratiquer ou des améliorations de pratiques ou de s'appuyer sur les pratiques de façon à pouvoir acquérir des savoirs nouveaux. Donc le DU et le DSU a cette ambition-là et on a fait le choix également donc d'une journée qui est proposée à titre gratuit tous les ans pour pouvoir également développer une certaine information autour de ces questions-là. Et donc, il y aura toujours après, à peu près à la même période un colloque avec cette thématique autour des trans. La thématique évoluera année après année là-dessus. Cette journée est organisée dans le cadre du laboratoire psychopathologie et processus de changement et avec le partenariat à la fois des éditions du NO, de la revue d'hypnose et de la santé, et également du centre Hypnosia qui nous a aidé pour la diffusion de l'information. Et puis, à titre personnel, je vais aussi signaler le fait que ce colloque, la création de DU, etc., doit aussi à deux collègues que j'ai croisés dans mon parcours universitaire. Les deux sont présentes. La première, c'est le professeur Khadija Charoui qui m'a recruté à l'université de Bourgogne. Je ne savais pas encore qui elle recrutait. Et lorsque on a commencé à développer au sein du laboratoire précisément ces thématiques, c'était particulièrement intéressant puisque Khadija est notamment spécialiste de l'ethnopsychiatrie. Elle a vraiment un angle psychopathologique tout à fait intéressant et elle me ramenait continuellement à la question de la psychopathologie, mais en me laissant faire vraiment, en me donnant carte blanche pour développer à la fois les idées, les projets. Et donc, ça a été vraiment très, très précieux ces 11 années à l'Université de Bourgogne pour vraiment développer ça. Et la deuxième, elle est juste à côté de Khadija Charaoui, c'est le professeur Castillo, Marie-Carmen Castillo, euh, pour lesquels donc avec qui j'ai pris la direction, la codirection du laboratoire. Et ensemble, on a vraiment développé complètement cet axe-là. Là aussi, avec une carte blanche quasi totale, allant même jusqu'à voilà, ce qu'elle appelle des dingueries. Et donc, du coup, on explore cette dimension-là. Mais je tenais également voilà, à les saluer aujourd'hui, puisque c'est quand même pas une petite chose, en fait, que ce type d'enseignement se passe à l'université et qu'il a fallu aussi que des directrices de laboratoire appuient aussi ces démarches-là de façon à pouvoir permettre que les choses se construisent. Alors, on va rentrer dans le dur. Cette première communication va être vraiment pour moi, l'enjeu va être de pouvoir donner une appréciation en fait de ce que l'on va appeler trans et de ce que recouvre ce champ-là. En fait, la pratique et l'intérêt que l'on a pour les trans est historique au sens premier du terme, puisqu'on on fait remonter les premières traces de pratique de trans au Paléolithique, et puis à la fois dans la Grèce antique, dans la Grèce romaine, du côté également de la période médiévale, et puis évidemment une époque plus moderne. On retrouve en fait dans les pratiques thérapeutiques, mais pas que, en lien avec les croyances également, des pratiques utilisant les états de conscience modifiés et les états de transe pour lesquels également des effets ont été décrits. Et donc on est dans quelque chose qui n'est pas une pratique nouvelle, qui fait partie vraiment du développement de l'histoire de l'humanité. Pour autant, le terme de transe, vraiment dans le champ en tout cas de la science, va vraiment apparaître à partir du 19e siècle, et d'abord dans le champ de l'anthropologie. Et l'anthropologie s'est saisie en fait de ce terme-là
pour pouvoir parler à la fois de la question des possessions, du chamanisme, pour aller finalement rentrer dans une forme de pratique en lien avec la culture, dans une approche qui était à la fois naturaliste et puis également une approche scientifique des phénomènes. Et c'est vraiment l'anthropologie qui, dans un premier temps, va pouvoir développer cette notion-là avant que la psychologie, entre guillemets, il fallait que je le fasse, ce jeu de mots, entre dans la transe, avec d'abord le champ de l'hypnose, fin du 18e, 19e, bien sûr le développement au niveau du 20e, et l'hypnose est actuellement le grand modèle occidental de l'utilisation des trans, notamment à visée thérapeutique, mais également dans le champ de l'ethnopsie. L'ethnopsychiatrie a aussi permis, dans le champ de la psychologie, que l'on s'intéresse sur les pratiques, et en particulier sur ces pratiques-là, pour voir quelles étaient leurs fonctions, leur devenir, et la façon également dont on pouvait les utiliser, notamment à visée thérapeutique, mais pas que. Et puis le troisième partenaire qui va se joindre un peu à l'affaire, ce sont les neurosciences, c'est plutôt récent. Évidemment, l'imagerie cérébrale a changé beaucoup de choses et on est effectivement dans une grande utilisation de ces supports actuellement. Et les neurosciences viennent compléter finalement, viennent irriguer un petit peu cette question des trans en apportant son propre angle à la fois de description et de savoir. Les états de conscience modifiés, je vous le disais, ça fait partie finalement de l'histoire de l'humanité, mais ça fait partie de façon plus individuelle du développement d'un individu. On parle déjà d'état de conscience modifié chez le nourrisson, la façon dont l'attention va passer d'une attention extrêmement généralisée à une attention qui va pouvoir orienter vers un élément de son environnement avant de pouvoir intentionnellement le faire. Donc ça part vraiment des études qui placent les états de conscience modifiés comme étant de véritables supports aux capacités d'apprentissage chez le nourrisson. Bien sûr, petite enfance, enfance, adolescence, l'utilisation parfois des trans avec support, on va dire ça comme ça, à l'adolescence, l'âge adulte, le grand adulte, et puis également chez les personnes âgées, et on va jusqu'au concept de gérontotranscendance qui est apparu dans la fin des années 90 pour décrire précisément cette question également des états de conscience modifiés et des trans dans le grand âge. Donc on est sur un aspect développemental pour lequel les états de conscience modifiés sont vraiment vus comme étant quelque chose de capacitaire, ce qui va accompagner l'apprentissage et ce qui va aussi permettre cet apprentissage. Également, les états de conscience modifiés et les états de transe permettent de pouvoir penser la question du normal et du pathologique. Et finalement, pour vous donner un exemple, certes un peu caricatural, mais néanmoins pour essayer d'être clair, la question des trans et des états de conscience modifiés permettent précisément de dire, par exemple, que ce n'est pas parce que quelqu'un est psychotique que pour autant il est du côté de la pathologie. C'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer finalement dans les signes cliniques, dans les manifestations phénoménologiques, dans la fonction de la façon dont notamment des processus hallucinatoires peuvent être présents pour pouvoir finalement re-questionner cette question du normal et du pathologique. Donc l'idée n'est pas de tout faire basculer du côté du normal ou de tout faire basculer du côté du pathologique, mais de re-questionner les frontières entre les deux. Et c'est précisément ce champ-là des états de conscience modifiés, dont les états d'hallucination, qui vont permettre de pouvoir poser cette question-là. Et puis, de façon plus générale aussi, c'est le fait de questionner sa propre humanité. Le simple fait, finalement, d'avoir recours à la rêverie, à la pensée au conditionnel, de pouvoir se plonger dans une image que l'on vient d'imaginer, est déjà un état de conscience modifié. C'est déjà s'extraire d'une certaine façon de la réalité pour se plonger dans une autre. C'est aussi une façon d'ouvrir sur la question de la spiritualité. Et c'est aussi la question de la créativité. Sans créativité, plutôt sans état de conscience modifié, parfois état de transe, il n'y a pas de processus de créativité, il n'y a pas de culture non plus. Et donc on est effectivement, quand on parle de ces états de conscience modifiés et des états de transe, dans quelque chose qui, encore une fois, est inscrit dans l'histoire de l'humanité, mais aussi au niveau individuel, dans l'histoire du développement d'une personne et dans sa façon de pouvoir développer ses ressources et ses capacités pour simplement s'adapter, vivre, exister dans le monde qui s'offre à lui. Il y a une distinction entre les états de conscience modifiés et les états de transe. Actuellement, on considère en fait que les états de transe sont une sous-partie des états de conscience modifiés. En fait, les états de conscience modifiés, c'est assez simple la définition. Là, je suis dans un état de conscience qui est le mien, en train à la fois de vous observer, en train également de m'écouter pour savoir si je ne suis pas en train de bafouiller ou de dire une bêtise, en train de penser déjà à ma diapositive d'après, c'est mon état de conscience actuellement. Là, la personne vient de rentrer, c'est pas du tout, je le cite pas du tout pour la stigmatiser, la pauvre, mais elle vient de rentrer, donc forcément, mon attention a été portée en fait vers elle. Ce qui veut dire que pendant
une microseconde, une seconde, 2 secondes, en fait, mon état de conscience s'est trouvé modifié par un événement qui survenait à ça. Et puis ensuite, je repars sur l'état de conscience qui était le mien et qui doit être le mien de façon à pouvoir vous parler. Et un état de conscience modifié, c'est basiquement ça. C'est un état de conscience qui se trouve modifié par un élément qui va survenir, soit intérieur, soit extérieur à la personne. Les états de transe vont avoir une définition qui est une définition plus précise, puisque les états de conscience modifiés, vous le comprenez, désignent une infinité d'états. Et ce que vont appeler un état de transe possède maintenant un certain nombre de caractéristiques voilà, que j'ai synthétisées sous forme de cette définition, et que je vais lire avec vous. Nous définissons la transe comme un état de conscience qui se trouve provisoirement modifié par un élément de contexte qui s'impose à une personne et qui vient modifier soudainement la perception que cette personne a de la réalité. Cette modification est perçue par le sujet comme inhabituelle en nature et ou en intensité. Elle peut être le fait soit d'un événement particulier inattendu, comme la survenue d'un incident, ou être le fait d'un événement anticipé ou ritualisé, comme une rencontre thérapeutique impliquant une pratique telle que l'hypnose. Globalement, ça pourrait être ça, un état de conscience modifié. Qu'est-ce qui fait que l'on va parler de transe? C'est que dans cet état-là particulier, cet état de conscience modifié va inclure un élément de brusquerie. Ça veut dire en fait que la personne va se trouver délogée de l'endroit où il se trouve avec un sentiment que cette façon d'être délogée va un peu à l'encontre de sa volonté. Il n'est pas tout à fait responsable de ce qui est en train de se passer. Donc ça inclut un élément de brusquerie, autrement dit un événement qui fait perdre les points de repère habituels du sujet en bousculant ses sens, sa façon de percevoir la réalité, le plongeant dans un ressenti inhabituel, atypique et transitoire. Cet événement peut être soudain ou anticipé, unique ou répété, relever des circonstances normales ou bien des circonstances pathologiques. J'aurais pu ajouter, peut avoir également une intensité qui peut être ressentie comme étant positive ou négative. Être en état de transe n'est pas forcément agréable. Parfois, il y a des trans qui peuvent être des trans qui vont amener une expérience ou une phénoménologie profondément inconfortable pour la personne. Dans tous les cas, c'est le sujet lui-même qui peut décrire l'état de transe dans lequel il est plongé. Et ça, les études montrent effectivement lorsque l'on a essayé de caractériser les états de transe, de pouvoir parfois les quantifier, puisque dans notre science occidentale, on est plutôt dans une approche quantitative spontanément. On n'a pas trouvé meilleur marqueur que la façon dont la personne décrivait elle-même ce qui était en train de se passer. Si on essaye un peu d'aller du côté du ressenti de la personne qui est en transe, probablement que c'est Rimbaud qui en a donné une définition la plus proche en écrivant cette lettre à Isambard. Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute, c'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense, je est un autre. Et dans cette description-là d'une activité poétique, c'est-à-dire d'une activité précisément qui est une certaine forme de la réalité, mais qui n'est pas une réalité habituelle, on retrouve la question du dérèglement des sens, de la sensorialité, c'est-à-dire qui va se trouver modifié, c'est-à-dire cet élément de brusquerie dont je parlais tout à l'heure, la question des souffrances, la question de l'identité également, et la question de la transformation. Et on est effectivement dans cette description avec quelque chose qui euh, renvoie peu ou prou à ce qu'on pourrait dire la phénoménologie des des états de transe. Les états de transe actuellement, alors bien sûr c'est une classification qui pourrait être tout à fait discutée, mais globalement on va parler des trans dans les 7 domaines suivants. On va parler bien sûr dans le champ de la culture, l'approche culturelle, dont je vous disais l'anthropologie a beaucoup développé cette approche-là. Dans l'activité artistique, notamment la création artistique, la création musicale, la littérature, etc. Donc dans le domaine également artistique, il y a ces phénomènes que l'on va pouvoir décrire. Dans les phénomènes que l'on appelle maintenant les compétences exceptionnelles, qu'on appelait autrefois psy, PSI, et encore autrefois la parapsychologie, on a également, pareil, des descriptions qui font intervenir les états de conscience modifiés et les états de transe parfois. Les compétences sportives, avec notamment cette compétence que vous connaissez certainement, qui est la capacité de flow. Donc parfois, les trans peuvent se dénommer
un peu autrement. La dimension de la spiritualité, la dimension du thérapeutique, bien sûr, et puis également la question des sciences et de l'investigation scientifique. Je le citais tout à l'heure, notamment avec l'hypnose. L'hypnose est encore actuellement le modèle privilégié dans les laboratoires expérimentaux pour étudier les phénomènes de conscience, et même plus que ça permet également d'étudier les phénomènes d'hallucination et également les phénomènes de conversion. Et actuellement, vous avez des études qui sont menées qui comparent précisément les troubles qui peuvent être conversifs avec la façon dont quelqu'un en hypnose peut aussi créer ou enlever un certain nombre de perceptions et parfois de symptômes qui sont présents. Donc globalement, on va parler de trans en fait dans chacun de ces domaines et vous voyez que cette question-là est vraiment sortie du seul habitat de la culture et de l'anthropologie. On est vraiment dans une considération qui est une considération assez multiple. Autrement dit, actuellement, on parle vraiment de la question des trans au pluriel. On ne devrait plus mettre la trans en considérant qu'il n'y a qu'un phénomène de trans. En fait, il y a des phénomènes de trans qui existent, c'est-à-dire des phénomènes qui sont devenus un objet d'étude scientifique dans chacune des 7 catégories que je viens d'indiquer et qui vont également intervenir dans des situations thérapeutiques, depuis le chamanisme jusqu'à la cyberpsychologie, les casques de réalité virtuelle en plein développement actuellement. Ils font aussi l'objet de pratiques spécifiques, comme bien sûr l'hypnose, l'auto-hypnose, la transcognitive auto-induite, les psychothérapies augmentées, dont on reparlera également aujourd'hui, et puis évidemment d'autres pratiques qui vont être présentes. Et pour faire le lien avec le DU qui me permettait d'introduire ce colloque tout à l'heure, ce sont précisément des connaissances à partir de ces 7 dimensions qui sont transmises lors de cette année-là. Je vais parler un petit peu de la démarche scientifique qui guide l'étude des trans. Pardon évidemment des généralités auxquelles je vais me livrer, hein, puisque c'est une présentation générale, donc évidemment que l'on pourrait rentrer un peu plus dans le détail des choses, mais si on dressait déjà quelques jalons rapides de la façon dont les trans ont été abordés du point de vue de la science, globalement jusqu'au 19e et 20e siècle, en fait, on était surtout sur des études de cas et il y avait parfois des expérimentations qui étaient menées, mais qui étaient essentiellement des expérimentations comportementales, c'est-à-dire de voir un peu comment la personne réagissait à un certain nombre d'inductions qui lui étaient proposées. Et c'est réellement à partir des années 60 que l'on va, d'une part, en Occident en tout cas, développer beaucoup les études en lien avec l'hypnose, encore une fois, comme modèle un peu étalon des états de transe, même si par la suite, on va agrandir cet éventail-là. Et cet éventail va commencer à grandir évidemment à partir des années 60, c'est-à-dire de commencer déjà à ne plus se limiter à l'hypnose, mais d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passait également. Et puis également de se rendre compte de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les trans finalement ne peuvent pas juste être observés comportementalement ou bien avec des mesures neurophysiologiques. Et donc, on va effectivement commencer à s'intéresser à la phénoménologie du sujet et à placer vraiment le sujet comme étant quasiment le seul capable de pouvoir définir ce qui se passe, notamment dans le champ de la conscience, mais aussi de façon plus élargie. Dans les années 70, on va commencer à mener des méthodologies systématiques d'études, notamment en lien avec les psychédéliques, mais pas que. Les années 80 vont vraiment être l'explosion des approches qualitatives, anthropologiques, et puis les années 90 avec le développement également de la méditation pleine conscience, des approches expérientielles et quantitatives vont réapparaître. Et là, actuellement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont beaucoup les approches neurophysiopsychologiques. On aime bien hein, se rassurer avec l'imagerie cérébrale, hein. On aime bien parfois se dire que ça peut être simple en localisant essentiellement au niveau d'un organe qui est le cerveau. Et puis, on aime bien également se dire que s'il y a quelque chose dont on peut prendre le cliché, c'est que probablement ça existe. C'est-à-dire que la parole du sujet, politiquement, on veut bien l'écouter, mais si on peut avoir une image, c'est quand même toujours meilleur. Et donc, c'est vrai qu'il y a cet intérêt important de l'imagerie cérébrale qui, d'abord, va venir effectivement permettre le dialogue avec les sceptiques, mais qui aussi, effectivement, par ce qui se passe, notamment au niveau du cerveau, mais pas que, va permettre aussi de pouvoir orienter l'attention ou les recherches qui vont être présentes. Et puis l'ensemble également précisément ce champ des trans, les objets d'étude, les méthodes, va être extrêmement requestionné ces dernières années. C'est-à-dire qu'on revisite un petit peu tout pour essayer précisément d'en faire un processus, comme je le disais, qui appartient à l'humanité, à l'humain, et qui parfois a des visées thérapeutiques qui peuvent être intéressantes d'aller voir plus précisément. Je vais vous citer quelques freins quand même à la recherche, parce que la recherche, bien sûr, possède ses propres freins qu'il faut arriver à dépasser. Dans le domaine des trans, de l'étude des trans et des états de conscience modifiés, il y a souvent 3 freins majeurs.
Le premier, c'est qu'il y a parfois une confusion entre les procédures d'induction des trans et les trans elles-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à considérer, par exemple, que l'induction d'un état d'hypnose, d'un état de MDR, de ce qui se passe au niveau de l'ICV, de la méditation de pleine conscience ou d'autres pratiques, finalement, la technique est déjà de la transe. En fait, on a parfois tendance à avoir du mal à distinguer ce qui est de l'ordre vraiment du cadrage et de ce qui va permettre le phénomène et le phénomène lui-même. Également, le frein que l'on rencontre assez régulièrement, c'est une forme comme ça d'assimilation d'un phénomène à un autre. Il y a une époque, par exemple, et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma formation en dehors de quelques formateurs, dont Édouard Collot, qui est présent dans cette pièce et qui va intervenir tout à l'heure, la plupart de mes formateurs considéraient qu'à peu près tout était de l'hypnose. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un état de conscience modifié, c'était comme de l'hypnose ou c'était de l'hypnose. Donc, on a parfois tendance, en fait, à vouloir retrouver une dénomination que l'on connaît bien en disant ah bah oui, tiens, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est-à-dire à ne pas pouvoir aller précisément identifier ce qui fait la singularité de telle partie de trans par rapport à une autre. Et le troisième frein, c'est sans doute une simplification excessive de considérer, par exemple, que tout est suggestibilité ou que finalement ces manifestations ne sont que de l'hystérie. Quand bien même, pour certaines personnes, il y aurait quelque chose de l'ordre de l'hystérie, ça n'enlève pas l'intérêt du phénomène. Et même les personnes hystériques ont tout à fait le droit d'avoir également des états de transe et des états de conscience modifiés qui ont une vraie fonction et un vrai intérêt. De la même façon, et pour vous donner un autre exemple, je citais les psychotiques tout à l'heure, souvent, on disqualifie de cette façon-là en disant oui, mais c'est une personne psychotique ou c'est une manifestation psychotique. Et donc, du coup, ça disqualifie. Oui, il y a certainement des critères qui peuvent être des critères communs, mais en même temps, on ne peut pas réduire en fait ce qui est en train de se passer à cette dimension-là. Et parfois, la tentation peut être grande de pouvoir le faire. Quelques pièges qui sont un peu plus mineurs, mais qui sont quand même à considérer dans le champ des sciences, c'est que parfois, on considère les états de science comme étant statiques, c'est présent ou c'est absent. On est en état de transe ou on n'est pas en état de transe. On est en état de conscience modifié ou on n'est pas en état de conscience modifié. Comme s'il y avait un bouton on-off, alors qu'évidemment, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique, qui fait aussi que c'est plus compliqué à saisir, bien sûr, mais c'est quelque chose de dynamique. On oublie également les variables individuelles, c'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas en transe de la même façon, tout le monde n'a pas accès au même type de transe, tout le monde ne vit pas les mêmes choses, même lorsque les modalités d'entrée en transe sont absolument identiques dans un groupe, par exemple. Donc, les variables individuelles sont parfois mises de côté pour juste être laissées cours à une forme de fascination sur le phénomène lui-même. Elles sont bien présentes. Et puis également, parfois, on confond ce qu'on appelle les fonctions agrégées, c'est-à-dire une partie de la population, avec les fonctions générales, c'est-à-dire ce qui concerne la majorité de la population. Et en particulier, on considère que si une personne avec tel type de transe peut facilement partir en état de conscience modifié, alors tout le monde doit pouvoir le faire ou pourrait le faire. Et les personnes qui n'y arrivent pas, il y a quelque chose qui doit bloquer, il doit y avoir des résistances, etc. Et parfois, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes que ça. En conclusion de ce topo, peut-être de situer en fait les trans, pourquoi en faire, c'est-à-dire quelles peuvent être leurs fonctions. Il y a un enjeu humaniste qui me paraît assez fort lorsque l'on parle de ces thématiques-là. D'abord, ça permet de pouvoir précisément distinguer les expériences dysfonctionnelles des expériences qui sont inhabituelles. Les états de conscience modifiés font partie de la vie de tous les jours. Les états de trans sont beaucoup plus inhabituels. On n'a pas des états de trans tous les jours. Et parfois, on peut bien sûr, avec l'entraînement, pouvoir y avoir accès plus facilement. Mais c'est en tout cas de se dire que ce n'est pas parce que tout d'un coup, quelque chose survient de l'ordre d'un état de trans, avec cette brusquerie dont je parlais tout à l'heure, que l'on est forcément dans quelque chose de l'ordre de la dysfonction. La question va être précisément en quoi ce phénomène inhabituel a une fonction, a une place dans ce qui est en train de se passer. Et donc de pouvoir redéfinir aussi la variété et la variabilité des processus humains. La deuxième dimension, c'est la sensibilité à la latence en tant que processus capacitaire. Je citais tout à l'heure le domaine de l'adolescence. On a tendance à considérer que la recherche de sensations fortes, les prises de risques, les prises parfois de produits qui peuvent être des produits stupéfiants, le fait de passer des heures derrière son casque de réalité virtuelle, etc., est forcément de l'ordre de la normalité, de quelque chose précisément qui serait dysfonctionnel. On peut tout de même prêter crédit à l'humain et de se dire que quand même, dans ce type de comportement, il doit y avoir un certain nombre de bénéfices et de fonctions qui sont intéressantes. Et lorsque précisément on comprend ce que je disais tout à l'heure, il y a de très nombreux écrits là-dessus, que en fait le développement humain s'accompagne d'états de conscience modifiés qui sont de vrais terrains à l'acquisition d'apprentissage
tout à fait précis, eh bien, on peut se dire effectivement que ces états de transe sont plutôt de l'ordre d'une capacité qui pourrait être entraînée, donnant notamment lieu à la créativité, donc de pouvoir aussi vraiment le situer comme appartenant à l'humain, comme étant un processus plutôt normal, au lieu de considérer comme étant quelque chose de forcément dysfonctionnel ou trop exceptionnel pour qu'on ne s'y intéresse pas. Et puis évidemment, quelque chose qui fait partie de notre société actuellement, le développement de la conscience écologique et spirituelle. Alors il y aurait beaucoup à dire là-dessus, hein, sur ce développement de la conscience écologique et spirituelle dans notre société, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'humain a de façon extrêmement flamboyante actuellement ce besoin-là et qu'il le trouve de façon très, très majoritaire autour de ces pratiques-là. C'est quand même très frappant le développement de ces pratiques de conscience modifiée de trans dans notre société au-delà des années 2000, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une quête de quelque chose, une quête de sens en particulier, une quête de spiritualité qui se joue notamment dans cette dimension-là. Et donc de voir aussi, parce qu'il peut y avoir des risques qui peuvent exister, de voir aussi comment est-ce que ça transpose la question du développement de cette conscience écologique et spirituelle et quoi en faire. Et enfin, ça engage également un enjeu scientifique fort. Ça permet, comme je l'esquissais tout à l'heure, de pouvoir relire les phénomènes de conscience, de pouvoir se poser la question de, lorsque quelqu'un a un processus hallucinatoire débutant en face de soi, est-ce que l'on est dans quelque chose qui est forcément le début de la pathologie ou pas? Donc, ça permet vraiment de pouvoir re-questionner ces phénomènes de conscience. Ça permet de relire la question du normal et du pathologique. Et puis, ça permet également de pouvoir aller rechercher les facteurs communs et en particulier dans les applications thérapeutiques des trans. Plein d'utilisations thérapeutiques utilisent les trans en plein. J'ai cité l'hypnose, j'ai cité le MDR, on pourrait en citer d'autres, la méditation pleine conscience dans certaines dimensions en tout cas. Et puis, il y a également des pratiques qu'il utilise parfois à son insu ou sans rien en faire véritablement. Je pense à l'EMDR, je pense à l'ICV, je pense à la psychanalyse, je pense au TCC qui, à un moment donné, préconisait même qu'il y ait une séance de relaxation qui soit faite avant toute séance, etc. Mais derrière ne faisait rien de cet état en particulier. Donc, on peut également se dire qu'il peut être intéressant d'aller voir précisément les facteurs communs de ces trans, la systémie bien sûr dont Nathalie parlera tout à l'heure, de façon à pouvoir dessiner les processus de changement. C'est-à-dire comment se dessinent les processus de changement au travers de la question des trans, que ces trans soient là de façon intentionnelle ou moins intentionnelle dans les processus thérapeutiques. Hier, à une soutenance de thèse, je dois à Jacques Brandiba une citation que j'ai trouvée vraiment absolument formidable de Paul Valéry, donc que je lui ai piqué hier en lui disant que je l'utiliserai aujourd'hui, mais qui me paraît aussi à avoir avec la question des trans. Et elle est, comme la littérature d'Achard ou autre, elle est, voilà, je vous laisse vous y plonger dedans. Paul Valéry écrit: Nous ne sommes pas sur Terre pour annuler le mystère du monde, mais au contraire pour le créer et le compliquer et en rajouter pour que la nature s'y perde. Et sans doute qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la transe qui s'y joue également. Je vous remercie pour votre attention concernant cette intervention inaugurale à cette journée.